Voilà pour ce film bouleversant qu'on a suivi ensemble et qui nous replonge donc dans cette époque du militantisme d'ACT UP et des années SIDA. C'était il y a maintenant plus de 35 ans. Alors qu'en reste-t-il aujourd'hui? Que sont devenus les acteurs de l'époque qu'on a vus dans le film? Et comment vit-on avec le virus aujourd'hui? Et le regard d'ailleurs sur la maladie a-t-il vraiment évolué? On en parle donc avec mes invités. Roselyne Bachelot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ancienne ministre évidemment de la Santé, ministre de la Culture également, engagée depuis toujours en faveur du combat contre le SIDA et pour l'égalité des droits des homosexuels. Peut-être un mot sur ce film que vous avez redécouvert, revu ce soir avec nous. Quel sentiment vous traverse? Beaucoup d'émotions parce que c'est le rappel des combats menés, mais aussi beaucoup d'inquiétudes car je trouve que notre combativité a beaucoup baissé et que si ce film et cette émission peut justement, en cette veille de journée mondiale du sida, alors que les crédits sont en train de s'effondrer partout, relancer la mobilisation. Il faut relancer la mobilisation. Merci d'être là, on en parlera évidemment ce soir. Bonsoir Gilles Pialou, vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne, grand spécialiste des maladies infectieuses et vice-président de la Société française de lutte contre le sida. Emmanuel Baudouanier est également avec nous. Bonsoir Emmanuel, vous êtes vice-président de AIDS, première association de lutte contre le sida, créée je crois 1984, c'est ça 1984. Vous êtes vous-même séropositif, vous aviez 23 ans quand vous l'avez découvert, c'était en 2018. On parlera de ce moment et de la manière dont vous vous êtes engagé aujourd'hui. Didier Lestrade est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, militant gay de la première heure, on peut dire ça comme ça. Vous avez découvert votre séropositivité en 1987, à l'âge de 28 ans, et vous êtes surtout le cofondateur d'ACT UP Paris. C'est vous qui avez inspiré l'un des principaux personnages de ce film. Vous l'avez vu un certain nombre de fois, j'imagine, ce film. D'abord, là aussi, même question qu'à Roselyne Bachelot. Quel sentiment vous traverse de vous replonger dans ces années SIDA et ces années de militantisme? Ce film a été quand même une sorte de consécration pour ACT UP, parce que ACT UP était devenue une association moins importante, et c'est vrai que cette reconnaissance de Cannes a été quand même une récompense pour nous, même si le film n'a pas été complètement apprécié d'une manière aussi générale par les anciens d'ACT UP. Il y a pas mal de purs et durs qui ont trouvé la romance peut-être un peu trop longue. Mais je crois que précisément, c'était le but du film, c'était de montrer cette possibilité d'amour. Il y avait cette envie de refléter l'état d'esprit qu'il y avait à ACT UP. Mais une question peut-être plus personnelle, simplement, Didier Lestrade, pour commencer. Quel sentiment, quand vous revoyez ces images, quand vous replongez dans cette époque dont vous avez été l'un des principaux acteurs? Est-ce que vous avez de la nostalgie? Est-ce que vous avez de la colère qui remonte? Non, j'ai pas de nostalgie, mais j'ai une grande fierté d'avoir aidé à créer ce mouvement qui est quand même parti de 3 personnes, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Vous et 2 amis. Ce film montre ACT UP au moment le plus prestigieux, c'est-à-dire quand les gens nous suivaient, quand on sentait qu'on avait un impact pour la recherche, pour les traitements, contre les discriminations. Et c'est vrai que ACT UP est devenu un peu un exemple de désobéissance civile pour le paysage français. On n'était pas habitué à ce type d'action avant. C'était juste avant l'arrivée des trithérapies et des traitements dont on parlera tout à l'heure. On verra aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de la lutte contre le sida et du nombre de séropositifs aujourd'hui en France. Sur le film, il y a la fierté d'avoir porté ce mouvement, porté à l'écran, 2017, La montée des marches, les Césars aussi, meilleur film au César. Et vous dites même d'ailleurs, on avait faim, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas une thune, et puis on était là dans des belles chaussures, dans des beaux costumes, à Cannes, acclamés par tout le monde. Mais vous dites aussi, les louanges c'est bien, mais il y a le combat. Non, c'est sûr que moi d'abord, j'ai pas tellement aimé Cannes parce que pendant 3 jours j'ai eu faim. C'est vraiment c'est une ville où on peut pas manger normalement, et j'ai pas vu le côté glamour de Cannes du tout pendant 3 jours. Mais c'est vrai que quand j'ai vu une sorte d'avalanche de remerciements, etc., je me suis dit attendez, il y a quand même des choses très importantes à faire encore. Et je crois que les médias aussi ont beaucoup aimé ce film parce que quand même, ils avaient passé une décennie à oublier un peu le VIH. Donc moi, j'ai vu ça comme une période de rachat ou alors un peu de rattraper une certaine
un certain manquement médiatique sur cette maladie, parce que pendant 10 ans, le sida, c'est une mode aussi. Hein. Ça a été une mode. Et il y a d'autres maladies qui sont importantes. On a énormément avancé sur l'hépatite C depuis. Donc, il y a eu plein d'autres victoires. Emmanuel, votre regard peut-être sur cette époque-là que vous n'avez pas connue, par définition, je le disais, vous aviez 23 ans quand vous avez découvert votre séropositivité. On est en 2018, il y a 7 ans donc. Quel regard portez-vous sur ce que faisait ACT UP à l'époque et sur la manière dont ils ont fait sortir de l'ombre, d'une certaine manière, un combat avec, j'y reviendrai tout à l'heure, Didier Lestrade, avec le courage du désespoir? Ce film, quand je l'ai vu la première fois, c'était en 2017, à sa sortie. Et moi, je l'ai vu comme un film historique sur ma communauté, donc gay, d'hommes gays. Et c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Ça ne m'avait pas plus attiré que ça. Sauf que 2 mois après avoir vu ce film, j'ai appris ma séropositivité. Et là, quand j'ai regardé ce film une deuxième fois... Comment vous l'avez découvert, ça? Je l'ai découvert, ma séropositivité, le 5 janvier 2018. Et c'était dans les locaux de l'Assemblée nationale, à ce moment-là d'ailleurs. Et, pourquoi? Je travaillais à l'Assemblée nationale, à la commission culture et éducation. Et quand en fait, j'ai reçu un SMS pour me dire « Je suis à l'hôpital, je pense qu'il faudrait que tu te fasses dépister ». Et j'ai compris, je suis allé immédiatement à l'hôpital. Et c'est là où en fait, on m'a appris que j'étais séropositif. Et d'un coup, en fait, ce film que j'avais vu 2 mois au préalable, auparavant, j'avais plus du tout le même regard. Et en fait, je me suis rendu compte que si aujourd'hui j'avais accès à un traitement, si aujourd'hui je pouvais vivre avec le VIH, c'est parce qu'il y a cette génération-là à laquelle appartient Didier, mais aussi les autres invités de ce plateau, qui se sont mobilisés. Et donc, quand je l'ai revu la deuxième fois, c'était plus le regard historique, mais c'était plutôt le remerciement envers cette génération qui a lutté, qui fait qu'aujourd'hui je peux être là, je peux en parler, même si tout n'est pas encore facile aujourd'hui. Il y a quand même eu des avancées et je pense que remettre à l'ordre du jour ce film, c'est une bonne chose, encore aujourd'hui en 2025. Moi, ce qui me manquait, c'est pourquoi ce film n'a pas été fait plus tôt. Pourquoi ce film, et ces 10 ans, cette décennie qui aurait pu être rattrapée, qui aurait pu éviter probablement d'éviter une donne. Vous vous êtes déjà rencontrés? Non, pas, c'est la première fois. Je dis ça parce que c'est très fort ce que vous dites. Au fond, vous lui dites merci. Je dis merci à Didier, je dis merci à cette génération d'associations, que ce soit ACT UP Paris, que ce soit Aide, et après, évidemment, au niveau international, ces personnes qui nous ont laissé une histoire, un combat, et qu'aujourd'hui, on ne doit pas oublier. Ouais, avec un peu plus de recul maintenant, quand je l'ai regardé pour préparer cette émission, je me dis, c'est dommage en fait. Ce film, il est sorti en 2017, il y a probablement eu une émotion et c'est pour ça aussi que c'est important aujourd'hui de le rediffuser en cette veille de Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Un beau message, Didier Lestrade. Oui, mais c'est vrai que ce film, ça a été un feu de broussailles. C'est-à-dire que pendant toute l'année, ça a été énorme. Et puis c'est vrai qu'on a espéré voir un renouveau du militantisme ou même de la présence dans les associations, et ça s'est pas fait. Et donc, ce qui veut dire qu'on est dans une période où ça tourne très vite et je crois que c'est très difficile de revenir sur un combat historique et essayer de le redynamiser pour le présent ou pour le futur. Roselyne Bachelot, on va parler d'aujourd'hui bientôt avec le docteur et le professeur qui est avec nous aussi. Mais d'abord, simplement sur le mode d'action d'ACT UP à l'époque, qui suscitait quand même la polémique. C'est ce qu'on montre bien dans le film. Comment vous adhériez, vous, à ce mode d'action? Je milite, quand en 84 Aide est créé, je milite à Aide. Et avec d'ailleurs des camarades qui sont tous morts dans la décennie qui a suivi. C'est des gens que j'ai accompagnés, moi, dans cette histoire. Ce sont des histoires que je porte, c'est pas une histoire. C'est des histoires humaines de gens que j'ai perdus au fil des mois. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup opposé le combat de ACT UP avec les apps, avec les die-in, ces modes, enfin de balancer du sang sur les administrations chargées de la santé, etc., par rapport à Aide, qui était plus institutionnelle, plus en dialogue avec les ministères pour faire avancer les choses. Moi, je crois que finalement, l'histoire a tranché, il fallait les deux.
Il fallait les deux. Il vous fallait tous les deux pour agir, parce qu'il n'y aurait pas eu le retentissement médiatique qu'il y a eu. C'est-à-dire que la société s'est appropriée cela, et elle en a fait un modèle, la société, de ce combat. La désobéissance civile, vous voulez dire ? Vous le disiez très, très justement. Par exemple, les die-in ont été repris par la cause animale. Ou par d'autres modes d'action. Et je crois que c'est très bien. Ça a été repris aussi de mettre le malade au cœur du système de santé. C'est ce qui va être sacralisé par la loi Kouchner, c'est-à-dire que le premier acteur de sa santé, c'est le malade. C'est pas un infirme mineur et avec un corps sanitaire qui décide pour lui. Et ça, c'est les combattants du sida qui ont fait gagner qui ont acquis cette victoire-là. Gilles Pialou, même question, d'abord peut-être sur le constat de ce film, c'est-à-dire ce que disait Roselyne Bachelot, le mode opératoire qu'a secoué la société et au fond qu'a fait avancer les choses. Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas sur le sida, mais vous allez voir. Pendant la crise du Covid, il y a des associations de greffés, notamment de greffés rénaux, je pense à Rénalou, qui se sont regroupés dans une association, par exemple, qui s'appelle Moi Patient, etc. Vous allez voir, on est dans le sujet. Et j'ai participé en tant que représentant de la Société française de lutte contre le sida à leur webinar pour l'accès aux anticorps monoclonaux. On ne va pas rentrer dans le détail du Covid. Et ils se battaient pour ça. Et en fait, j'ai assisté à quelque chose qui est en fait ce que Didier a vécu, lui, du début. C'est qu'il dit, mais c'est plus possible, parce que nous, le vaccin, ça ne marche pas chez nous. Il faut qu'on ait accès à ces anticorps, il faut qu'on ait d'autres anticorps. Et je voyais, il y avait des parents d'enfants greffés, avec des maladies rares, enfin des pathologies très, très, très lourdes. Et au bout d'un moment, je vous fais très court, mais au bout d'un moment, ils disent, mais il faut qu'on fasse du happening. Et quelqu'un d'une association qui n'a rien à voir avec le sida, il y avait 2 associations de lutte contre le sida, dit « mais il faudra aller devant le ministère et ça aurait de la gueule si on distribuait par terre des foies de génisse, des reins, des choses comme ça ». En fait, ils étaient en train de réécrire une histoire qui s'est écrite par ACT UP, effectivement, et donc finalement... tout ça pour dire que dans le Covid, et ça rejoint ce que dit Roselyne, dans son contraire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les leçons. Quand Roselyne dit qu'il faut mettre le patient au centre, dans l'histoire du Covid, on n'a pas mis le patient au centre. Alors 2 choses sur le film, si vous permettez. Un, moi je suis très ému parce que j'ai vécu en tant que jeune clinicien cette période-là. Il faut juste dire à ceux qui nous regardent, moi j'étais chef de clinique à l'hôpital de l'Institut Pasteur, on avait 45 lits, on perdait un malade tous les 3 jours dans cette période qui est celle qui est à l'écran. Un malade tous les 3 jours. Donc on a perdu aussi des soignants. Du sida, bien sûr. On a perdu des soignants par le burn-out, parce qu'ils ont changé de métier. Enfin, je vois encore des infirmières de cette période-là. Il faut comprendre qu'on est dans la période d'attente des trithérapies. Mais c'est une période très mortifère. Il y a eu la ZT, après il y a eu le deuxième qui est arrivé, le DDI, etc. Mais les gens, et Didier l'a vécu dans sa chair, ont eu du saupoudrage de médicaments et on a très vite compris que c'était pas ça qu'il fallait faire, qu'il fallait taper fort sur le virus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il ne faut pas croire que la colère n'existait pas chez les soignants. Nous, les spécialistes du sida, je pense à Pasteur et ailleurs, on passait un peu pour des voyous parce qu'on essayait d'avoir les médicaments avant les autres, on essayait de participer aux essais. Et moi, je vais vous le dire, dernière chose, je voulais monter un ACT UP des médecins. Alors évidemment, on m'a déconseillé ça pour ma carrière. Et donc, voilà. Justement, sur le rôle des laboratoires, est-il vrai de dire, comme c'est évoqué dans le film, qu'au fond, les laboratoires auraient pu aller plus vite, trouver des remèdes, trouver des traitements plus rapidement qu'ils ne l'ont fait ? Oui, sans doute, les laboratoires raisonnent en termes capitalistes avec le retour sur investissement et que la recherche était extrêmement coûteuse et ils pensaient que c'était pas un bon plan. En plus, à ce moment-là, le sida se développait beaucoup en Afrique sur des populations qui n'étaient pas solvables et ils se disaient, est-ce que finalement la solidarité va jouer à plein pour permettre le financement de ces traitements. Mais justement, ça a été l'action des associations et tout particulièrement de ACT UP. Quand les trithérapies surgissent en 1996, on va faire une sélection des malades parce que ce sont des traitements coûteux, donc on les réservera à certains. Et il a fallu que les combats soient menés en disant on ne choisit pas les malades. Et le secrétaire d'État à la Santé, à ce moment-là, Hervé Guémard, sous la pression des associations, dit «
oui, les trithérapies seront ouvertes à tous. Je ne me trompe pas sur le plan historique, Didier. Gilles Pialou, on aurait pu, même question juste, on aurait pu aller plus vite, les laboratoires auraient pu aller plus vite. Alors, comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai que beaucoup disent aujourd'hui, regardez le Covid, voilà. On a trouvé un vaccin en quelques mois, et le sida, on a mis des exemples parce que on a mis des années à trouver des traitements. C'est pas les mêmes technologies, les ARN. Et je dis ça aussi pour les gens qui nous regardent. C'est allé vite, mais les gens qui ont fabriqué les vaccins ARN contre le Covid, en fait, ça fait 10 ans qu'ils étaient dessus. Ça a été très vite dans la commercialisation. Mais il faut savoir que la ZT, ça a été autorisé, le premier médicament, alors là, du coup, on est en 89. C'est ça, voilà, c'est là on en revient avec Roselyne. Ça a été le premier médicament que la FDA, donc l'organisme fédéral américain qui autorise les médicaments, c'est son premier processus d'accélération. Donc, il va y avoir une accélération, évidemment. Alors, est-ce qu'on aurait pu aller plus vite ? Évidemment que tout le monde aurait voulu que ça aille plus vite. Mais il y a quelque chose dans le film qui est très important et qu'on doit beaucoup à Didier Lestrade et que le personnage de Didier Lestrade raconte, c'est que ACT UP a fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs que Didier décrit dans son livre et aussi qu'on voit dans le film, c'est de comprendre que l'industrie pharmaceutique était une partie de la solution et pas évidemment un ennemi. Et ça, on va le comprendre tout le temps et qu'il est parmi ceux qui vont comprendre assez vite. Vous l'admettez aujourd'hui que ça a été une erreur, Non, c'est-à-dire que notre boulot, cette manière de fustiger les laboratoires. On était totalement un culte en termes de médecine. Oui. C'est ça le gros problème des associations de patients, c'est qu'il a fallu tout apprendre, mais très vite on s'est réunis avec les principales associations de lutte contre le sida, dans un groupe qui s'appelle le TRT5, dès 91, et on a décidé de travailler uniquement sur le médical. Et donc, les rencontres avec les labos, à chaque fois, étaient des prises d'informations, mais des prises de pression, etc. Et on savait qu'il y avait un point sur lequel on devait les brusquer, c'était le compassionnel. Et c'est vrai que la France a bénéficié d'un paysage associatif qui était complet, du plus radical au plus modéré. Oui. Et on a réussi à s'entendre, malgré nos désaccords, pour faire en sorte que le 3TC, que le DKT, les médicaments qui sont arrivés après l'AZT, puissent arriver en France, parce que aussi, il ne faut pas oublier que la France avait 3 fois plus de cas que les pays voisins, que l'Allemagne, que l'Angleterre. Donc on avait la plus grosse population sur laquelle on pouvait faire des essais, mais sur laquelle on pouvait apporter une aide en attendant que les antiprotéases arrivent. Mais vous pensez toujours encore aujourd'hui que les laboratoires ont joué la montre, n'ont pas été assez vite, et que si l'enjeu financier avait été plus important et plus profitable pour eux, on aurait gagné des années. C'est leur technique. On nous disait il faut 10 ans pour faire un nouveau produit. Nous, on a réussi à avoir les antiprotéases en 6 ans. Donc ça veut dire qu'on a vraiment gagné du temps. Et puis surtout, je crois que les labos sont habitués à travailler d'une manière pas très urgente. L'exemple d'ACT UP sur le VIH, on pourrait l'utiliser aujourd'hui sur la maladie de Lyme et on aurait un traitement en l'espace de 2 ans. Donc c'est l'engagement des malades, ce sentiment d'injustice qui a fait qu'on a réussi à accélérer le cours de la recherche et avoir des traitements efficaces dès 96-97. Et on a vu tout de suite la baisse des décès. Donc c'était quand même quelque chose d'une grande victoire. Il y a un élément aussi de cette époque, c'est la sphère privée qui passe dans le public. L'émergence du débat sur l'égalité des couples homosexuels dans le débat public, dans le débat politique. Vous étiez, Roselyne Bachelot, membre du, je vais simplement rappeler, pour les plus jeunes qui nous regardent, vous étiez membre du RPR en 89, vous êtes secrétaire générale adjointe, le RPR est plutôt, et c'est un euphémisme, hostile à l'égalité des droits envers les couples homosexuels, pas vous. Vous prenez position à l'époque, vous êtes déjà très investi dans la lutte contre le sida et en faveur du Pax, et vous dites à l'époque à la tribune quelque chose, moi, que j'ai revu les images, qui m'a frappé. Les couples homos ne veulent ni le dégoût des saintes nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Et vous avez la colère de tous les députés de droite qui va s'en suivre. Oui. Ça aussi, ça fait partie de cette époque-là. La dépénalisation de l'homosexualité, c'est 82, Badinter.
Effectivement, j'ai mené ce combat parce que tout me paraissait lié. Moi, quand je commence à militer, mon premier mandat d'élu, je l'ai en 82. Je suis élu, je nais pratiquement dans cette fonction-là avec le sida. Moi, c'est d'abord l'approche sociale qui me marque, avant même l'approche médicale. C'est de voir des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils sont diagnostiqués séropositifs. C'est le compagnon qui meurt et celui qui reste, qui est jeté hors de l'appartement commun. C'est la famille du malade décédé qui rejette complètement, qui n'a jamais accepté l'homosexualité de cela. C'est l'Église catholique qui dit c'est la punition de l'homosexualité que le sida. On n'imagine pas. Hein, et c'est cette phrase abominable de Jean-Marie Le Pen qui parle des sidaïques comme des lépreux. Des sidatoriums. Enfin, c'est absolument épouvantable. Il faut relire les choses de l'époque. Donc, c'est vrai que, pour moi, ce combat, c'est un combat global de lutte contre les discriminations. On ne peut pas traiter ça par appartement, le sanitaire, le social, le sociétal. C'est aussi une façon de guérir que d'accepter cela. Emmanuel, je reviens à vous. Vous aviez 23 ans quand vous avez eu connaissance de votre séropositivité, 2018. Et à l'époque, vous dites, vous avez donné votre sentiment, donc j'ai relu l'interview que vous aviez faite à l'époque. Vous dites, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que c'était la fin. Oui. C'était il y a 7 ans. Vous êtes toujours là. On vit bien en étant séropositif aujourd'hui? En effet, quand on me l'a annoncé, au départ, on m'a dit tout va bien se passer. Aujourd'hui, il y a des traitements et c'est plus un problème. 3 jours plus tard, je retourne à l'hôpital et en fait, on me dit que je suis à un stade avancé de mon VIH, donc en stade SIDA, et qu'en fait, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et là, moi, à cet âge-là, je commence ma carrière professionnelle et je me dis, en fait, je vais mourir, c'est terminé. Parce que l'image du VIH-Sida que j'avais, c'était celle que j'avais vue 2 mois au préalable, c'était celle d'Act Up Paris, et donc celle de 120 battements par minute, où en fait, j'ai cru que c'était fini. Aujourd'hui, c'est 1 comprimé par jour. Concrètement, c'est 1 comprimé par jour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Votre traitement aujourd'hui, c'est 1 comprimé par jour. Donc on est très loin des comprimés toutes les 4 heures qui sont pris dans 120 battements par minute. Il est très jeune. Et, merci beaucoup. Mes premiers cheveux blancs commencent à me trahir. Mais non, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, oui, on vit mieux avec le VIH-Sida. Et moi, cette image que j'avais, que j'allais mourir, je me suis dit, c'est terminé. Après, j'ai appris à vivre avec. Très clairement, parce que j'ai eu la chance aussi de côtoyer des personnes de la génération de Didier et que AIDE a été fondée par Daniel Defer et donc par tout un consortium, un texte, une base philosophique assez puissante. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte quand même qu'on avait de fortes inégalités. On parle qu'aujourd'hui, on a la même espérance de vie qu'une personne séronégative aujourd'hui. Quand on ne transmet plus le VIH, donc on est indétectable égale intransmissible. Mais en réalité, il y a quand même un tiers des personnes... Attendez, redites ça pour tous les gens qui nous écoutent. Vous avez raison, c'est un message important. Quand on est atteint du VIH, on ne peut pas transmettre si on est traité. Si on est traité. 0. Voilà. Il faut le redire à chaque fois, c'est 0. La transmission, c'est 0. Risque 0. Quel que ce soit mère-enfant, que ce soit entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, c'est 0 la transmission. Moi, j'ai une charge virale depuis 25 ans et ça fait depuis 25 ans que je ne peux pas transmettre le VIH. Mais tu ne faisais pas de dépistage à l'époque ? En fait, moi, j'ai fait un dépistage une fois auprès de ma majorité et on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Après, j'avais entendu parler d'un médicament... tu sais quand même qu'il faut le faire à peu près tous les 6 mois. Mais je ne le sais pas, en fait, aujourd'hui. Vous allez vous faire engueuler, Emmanuel. Vous allez vous faire gronder. C'est bon de le rappeler. Et en plus, il a tort, c'est tous les 3 mois. Je suis obligé de le dire. En 2018, les recommandations sont déjà là. C'est-à-dire, on est gay...
on a une activité sexuelle, on fait son dépistage tous les 3 mois. Les recommandations existaient déjà. En réalité, elles n'étaient pas communiquées. J'étais un provincial, en effet, avant d'arriver sur Paris. C'est des choses qu'on n'abordait pas du tout, qu'on m'a jamais abordé à l'école, ni dans mon milieu familial. Vous avez des effets secondaires aujourd'hui, Emmanuel ? Aujourd'hui, j'ai des effets secondaires. Je suis atteint d'une optopathie chronique, en fait, de ces conséquences-là. Et donc, malgré que mon traitement pour le VIH ne représente qu'un comprimé, j'en ai 6 autres par jour pour pouvoir calmer les effets secondaires. Quelques chiffres. En France, 180 000 personnes sont aujourd'hui atteintes du VIH, vivent avec le VIH. 5100 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024, c'est à peu près le chiffre annuel. Professeur, est-ce qu'on meurt encore aujourd'hui du sida en France ? Oui, alors il y a plusieurs façons de mourir du sida. Il y a ceux qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire que le VIH est un accélérateur de certaines pathologies cardiovasculaires, rénales, surtout pour ceux qui ont vieilli avec le VIH. Et donc plus d'atteintes, il y a plus de cancers pour de multiples facteurs. Donc c'est une façon. Il y a aussi un certain nombre de gens, je crois que c'est plutôt 10 000 en France, c'est presque 1 million dans le monde, qui ignorent leur séropositivité, ce qui est une façon aussi d'arriver trop tard à Tenon dans le 20e pour des raisons de précarité. On voit des gens qui arrivent avec le stade sida, des années, justement, qu'on voit dans le film Sans abattement. C'est d'ailleurs un truc que dit la science, c'est-à-dire qu'on arrive beaucoup trop tard aujourd'hui. Il y a 30% des cas qui sont trop tardifs, détectés trop tard. Des diagnostics très tardifs. Quand on dit diagnostic très tardif, il faut entendre le sida des années 80. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus d'immunité, qui font des infections opportunistes et qui rentrent dans mon service, par exemple, par les urgences pour une infection opportuniste et qui, évidemment, c'est une perte de chance. Et comme il l'a dit très justement, quand on est dépisté jeune et qu'on prend un traitement précocement, on a la survie, la vie finalement de quelqu'un qui est séronégatif. C'est très important. Roselyne Bachelot, pourquoi vous disiez tout à l'heure, au fond, on ne se mobilise plus assez contre le sida et pour la recherche ? On se mobilise moins parce que les progrès ont été considérables. La chronicisation de la maladie, elle résonne avec toutes sortes de gens qui prennent des traitements journaliers, des diabétiques, des hypertendus, etc. Et il y a eu sans doute, la garde a été abaissée, c'est compréhensible. Et d'une certaine façon, il faut saluer ce que la recherche a permis comme progrès de vie, comme acceptation par la société aussi des modes de vie différents de la majorité. Mais en même temps, on se dit que la mobilisation permettrait des gains encore plus importants. Et c'est ça qui est dommage. C'est le verre à moitié vide et à moitié plein. On sait très bien, pour le sida comme pour d'autres maladies, que la prévention, qui est un terme trop souvent ignoré, trop souvent méprisé dans la prise en charge de ce qui est la prise en charge par l'assurance maladie, ça dit bien ce que ça veut dire, on assure la maladie, mais on n'assure pas la santé. Que cette prévention, que cette prise de conscience, elle doit être notre bataille aux soignants, aux politiques, aux associatifs et aux malades. Je crois qu'on a beaucoup gagné dans cette maladie. C'est-à-dire, les traitements efficaces ont une prise. Les tests de dépistage rapides, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire une prise de sang. La PrEP, qui est ce traitement en prévention du VIH, qui fait qu'on peut prendre une pilule, et sa prothèse, c'est l'équivalent d'un vaccin. On n'a plus besoin, pour moi, de vaccin au niveau du VIH. On a un traitement qui est plus efficace qu'un vaccin. Et donc, il y a une baisse d'urgence. Et surtout, c'est que je crois franchement, ce que je disais tout à l'heure en termes de mode, je crois qu'il y a eu un tel phénomène culturel sur le sida dans les années 80-90 que c'est devenu une mode qui, en fait, fatigue un peu les gens maintenant. C'est-à-dire, ils ont l'impression de tout savoir, ou alors ils n'ont pas envie de s'intéresser. Et puis, il y a d'autres affections importantes qui arrivent. C'est toujours pareil dans les maladies, il y a une maladie qui pousse l'autre, quoi. Et donc, je crois que le problème, c'est le manque d'intérêt pour moi de la population séropositive sur son histoire. On dirait que toutes ces personnes ne veulent plus regarder ce qui leur est arrivé, un peu comme des anciens combattants qui voudraient oublier une guerre. Il y a un boulot qui reste à faire quand même, c'est la sensibilisation en milieu scolaire. Beaucoup regrettent qu'on ne parle pas plus de sexualité en milieu scolaire. Alors, regardez ce chiffre.
Ça va Regardez changer ce sa chiffre. vie 42% des 15-24 ans pensent que le virus peut se transmettre par un baiser. Un tiers pense qu'on peut se contaminer en partageant son assiette avec une personne séropositive. Le pire, c'est que les chiffres existaient déjà dans les années 80. C'est-à-dire qu'on n'a pas bougé. Dans les mêmes Ils n'étaient pas proportions. nés. Même chose. Le SIDAction le fait régulièrement et ça ne bouge pas. Donc ça, c'est un des enjeux. Et j'ai peur que l'émission se termine par deux éléments que je voudrais dire. Ce n'est pas un combat du passé, le VIH. Et on a des combats complètement actuels dont on n'a pas parlé et qui sont en résonance. Alors, c'est mon côté clinicien néo-actopien. C'est qu'on est dans une situation catastrophique avec la situation de Trump et les financements internationaux. L'OMS a dit qu'on allait avoir 4 millions de plus de décès et 6 millions de plus d'ici 2030 du fait que Trump a coupé le financement dans tous les pays, et notamment les pays d'Afrique, c'est le premier point. Il y a aussi un problème en France avec les associations dont les financements sont quand même extrêmement réduits. Et il y a troisièmement, vous l'avez donné des chiffres, on ne peut pas se satisfaire d'avoir 5 000 contaminations chaque année. Ce n'est pas les bons chiffres. Pourquoi ? Parce qu'entre tout ce qu'on a dit, le traitement comme outil de prévention, la PrEP, le dépistage, la facilité, on a tous les outils. Le préservatif gratuit, qui a été le combat de Christophe de Chavannes. Dépisté gratuitement. On a tous les outils, mais on n'atteint pas la population. On n'atteint pas les populations. Donc il y a un aller vers qu'il faut faire, et ça c'est un combat qui est à faire maintenant. On est la veille du 1er décembre, il faut que les gens entendent ça. Ce n'est pas un combat du passé. Emmanuel Baudouanier, sur la stigmatisation, à mes connaissances, on l'a dit, la stigmatisation, elle est encore présente ? La stigmatisation est assez présente. Donc il y avait ce chiffre de SIDAction qui était transmis. Nous, on a fait une enquête avec Ipsos et il y a encore 8% de la population française qui est d'accord avec les propos de Jean-Marie Le Pen qu'il faut enfermer les sidaïques dans des sidatoriums. Combien vous dites ? 8%. Donc, en fait, les propos de Jean-Marie Le Pen du Front National de l'époque persistent encore, malheureusement. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre le VIH-Sida uniquement en faisant de la prévention, mais il faut également accompagner les personnes vivant avec le VIH. Il y a ces personnes qui ont survécu aux années 80-90 qui vieillissent. Aujourd'hui, la part des personnes séropositives qui ont plus de 50 ans représente une majorité des personnes. Et donc, aujourd'hui, on ne mettra pas fin à l'épidémie de VIH-Sida sans l'accompagnement au niveau international de la lutte contre l'épidémie, donc de la prévention et de l'accompagnement au traitement. Mais on n'y arrivera pas non plus sans lutter contre les discriminations, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça a été un sujet, vous, quand vous l'avez annoncé ? Ouais, ça a été un sujet, c'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi à l'époque parce que j'en avais honte dans un premier temps. Après, ça l'était la stigmatisation. Quand j'ai commencé à prendre la parole, ça a été aussi pas mal de flots d'insultes. Mais en fait, pour moi, ça fait partie... même chez les amis, chez les proches ? Chez les amis, les proches, les collègues, même une partie du corps médical. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est... En fait, on est très protégé dans les services de maladies infectieuses avec des professionnels qui connaissent ce sujet-là. Mais dès lors qu'on sort de ce milieu-là hospitalier, en fait, la discrimination du monde médical, elle existe encore. Quand moi, je vois qu'on me met une double paire de gants pour me faire une prise de sang, je vous dis ça, j'en ai fait une il y a 3 semaines. C'est une double bêtise. Ouais, c'est une double bêtise. Ça ne protège pas et ça protège encore moins. Et donc, encore il y a 3 semaines, dans un laboratoire, on m'a refait ça. Donc la discrimination... Change de laboratoire. C'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais c'est beaucoup plus simple de dire on va changer de laboratoire quand en fait on est en milieu rural, quand on n'a pas accès au système de santé. Moi j'habite dans une grande ville, à Dijon, mais en réalité, dès lors qu'on s'éloigne de Dijon, 30 km... je vis à la campagne. Moi je vois qu'à chaque fois que je vais à l'hôpital, vraiment toutes ces procédures sont absolument intégrées. C'est ce qu'il dit. C'est vraiment grandi. Le truc qui est important par rapport... Attendez, juste Didier, pour poursuivre, vous qui avez connu les deux époques, si je puis dire, aujourd'hui, et puis l'époque de l'émergence du combat que vous avez mené, la stigmatisation, vous la ressentez encore, vous ? Non, moi je la vois plus depuis tellement longtemps. Il faut dire que j'étais tellement engagé que je ne peux pas la voir étant donné que je suis... out et affirmé, et je n'ai pas vu, même au niveau d'homophobie, je n'ai pas vu de cas d'homophobie pour moi depuis plus de 25 ans. Ils se méfient, les gens. Non, je suis à la campagne, je suis personne. Il a un côté répulsif aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport qu'est-ce que ça a apporté, ce mouvement, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de régression. L'aide médicale d'État, en ce moment, est en jeu. C'est quelque chose que nous, on s'est vraiment battu pour ça, et on voit que le gouvernement est en train, parmi les économies, de réduire une couverture à des personnes fragilisées. Et moi, j'y ai encore eu accès l'année dernière. Je suis retraité, je ne suis pas riche, j'ai eu besoin de ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est exactement le contraire de ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire que des droits
normalement qu'on pensait définitifs sont grignotés régulièrement. Et c'est pas que seulement en France, en Angleterre, en Allemagne, ils jouent exactement la même chose. L'objectif, professeur, d'éradiquer, je crois que l'objectif qui avait été donné, c'est 2030, c'est ça ? D'éradiquer le sida dans le monde, c'est possible ça ? C'est encore possible ? Vous me demandez, moi, en tant que clinicien, je n'y crois pas, parce qu'il s'est passé un certain nombre d'événements. Le premier, c'est qu'on a sorti des outils, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'atteint pas des cibles. Voilà, on a réussi à atteindre la cible gay de 45 ans en ville, enfin, pour faire clair, en France. Mais il y a plein de populations qu'on oublie. Les femmes, on n'a pas parlé des femmes ici. Les femmes, c'est 34% des nouveaux diagnostics, et c'est 5,7% des initiations de ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Ça, c'est un exemple de gap. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a un relâchement ? Parce qu'on n'arrive pas à toucher les femmes, parce que le produit a été identifié un peu comme étant un produit gay, que quand vous allez... Moi, je fais des formations aux infirmières qui vont dans des clubs échangistes, par exemple. Tout le monde ne va pas dans les clubs échangistes, mais les femmes disent « Mais non, ça, c'est pas pour nous, parce que prendre un comprimé tous les jours pour une activité sexuelle qui sera à risque sur un week-end ou tout ça, ça n'a pas le coup. Il va y avoir des injectables tous les 2 mois ou tous les 6 mois. » C'est quoi les injectables ? Des outils de prévention, des antirétroviraux qu'on injecte, qu'on utilise déjà en thérapeutique et qu'on va utiliser en prévention. Donc c'est en train d'arriver là en France pour ce qui est des injections intramusculaires qui font un petit peu mal et des injections sous-cutanées tous les 6 mois, alors là qui sont une vraie révolution. Donc peut-être que ces outils-là vont permettre de toucher des populations et pas seulement les migrants, parce qu'on fait une focalisation parfois sur les migrants, mais c'est aussi les femmes, les gens qui ne peuvent pas négocier. Donc effectivement, il y a un travail énorme à faire dans ce côté-là. Il y a des choses qu'on a détectées, par exemple, la mode chez les retraités des croisières. Non, mais c'est pas les croisières. Ah, mais attendez. J'attends le point d'arrivée. Vous voulez que des croisières sexuelles ? Didier connaît ça très bien. C'est-à-dire la mode des croisières. On imagine qu'on va se faire un petit extra sexuel en croisière, et les gens n'imaginent absolument pas, et ils reviennent contaminés. Ah oui. Ça vous fait sourire, mais c'est... les croisières gays, c'est connu aussi. C'est tout à fait... Ça a tout à fait été pointé dans les mécanismes de prévention. La sensibilisation à l'école, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand je posais la question. Comment se fait-il qu'en 2025, on ne parle pas plus de sexualité au collège ? C'est-à-dire, Didier parlait de régression. Il y a d'abord des mouvements politiques et des mouvements religieux qui s'opposent frontalement à l'éducation sexuelle à l'école, qui porte d'ailleurs un autre nom qui m'a échappé, à la vie affective. À la vie affective et relationnelle, et après, au lycée et au collège, ça devient sexuel en plus. Voilà. Mais c'est important. Et il y a des mouvements philosophiques, politiques et religieux qui sont des facteurs de régression considérables et contre lesquels il faut lutter dans un esprit républicain et laïque. Et cette année, c'est devenu obligatoire. Et on ne doit pas y échapper, parce que les statistiques sont hallucinantes, effectivement. Moi, j'ai des enfants dans toutes les tranches d'âge. Ils ont échappé à ça. Et cette année, normalement, tous les élèves de lycée et de collège auront leurs 3 cours. Emmanuel ? Le problème, c'est que même aujourd'hui, quand on fait des campagnes de communication, il y a encore quelques années, pour la PrEP, par exemple, on a des maires qui se sont opposés et qui ont fait retirer les affiches sur la PrEP. Par exemple, ça a été le cas à Angers, où ils ont fait... Hélas. Le maire a fait retirer les affiches sur la PrEP, à proximité des écoles, par exemple. Donc, ce sujet est vraiment présent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. On a tous les outils. En fait, aujourd'hui, nos associations, elles sont soumises à une pression financière. Nous, par exemple, à Aide, on est en train de faire un plan social. On est en train de supprimer 61 postes sur 500 parce que nous n'avons plus de financement du gouvernement. Le gouvernement nous fait des coupes de financement immédiates ou nous demande de payer des charges supplémentaires sans nous compenser en parallèle. Et donc, en fait, nous, ces associations-là, nos militantes, salariés, bénévoles, ce sont ces personnes-là qui vont auprès des publics les plus vulnérables, auprès des infirmières, évidemment, qui sont mobilisés. Mais donc, nos associations qui vont au contact des publics, qui ont le moins accès au système de santé, en réalité, on n'arrivera plus à les toucher parce qu'en France et à l'international, on est coupé de ces mécanismes-là d'accompagnement et de soutien au secteur associatif, au milieu médical, bien évidemment, et à la solidarité internationale. On va terminer presque avec 2 images. Peut-être celle-ci en 1994 d'abord, lors du premier SIDAction, on se souvient de l'image de Clémentine Sélarié, on parlait tout à l'heure de la méconnaissance du mode de transmission. Vous vous en souvenez sans doute, vous qui nous regardez, Clémentine Sélarié qui avait embrassé un séropositif pour prouver justement, la voici cette image, que le virus ne se transmet pas par la salive. Évidemment, et quand on voit... sur le plateau. Vous étiez sur le plateau ? Ouais, ça avait marqué les esprits, hein.
Oui, parce que c'est très fort aussi. Hein. C'est une image très forte qui a été repassée. Et puis la deuxième, c'est vous, Didier Lestrade, indirectement. C'est l'obélisque. Avec le préservatif. Je ne me souvenais pas que ça avait été sponsorisé par Benetton. À l'époque, c'était une marque très transgressive. On n'aurait jamais réussi à faire ça tout seul. C'est, je crois, la plus belle action d'ACT UP, puisqu'elle a été mondiale. Et moi-même, qui étais fondateur d'ACT UP, j'étais pas au courant de ce qui était en train d'être préparé. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est l'un de vos plus beaux souvenirs de militant. Je pense que c'est vraiment le symbole d'une petite association qui arrive à être plus grosse qu'elle ne l'est et avoir une répercussion médiatique qui est mondiale. C'est-à-dire que ACT UP Paris a été non seulement une association brillante, mais une école pour des milliers de personnes qui sont venues en réunion, qui ont donné des années importantes de leur vie et qui ont appris à militer, à parler, à discuter. C'est une association de démocratie directe comme on n'en a plus aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginez une association qui a des réunions tous les mardis soirs et où c'est ouvert. Donc c'est un débat politique, on a vu ça avec Nuit debout après. C'est quelque chose qui a vraiment transformé le milieu associatif et même politique. Et militantisme, ce qu'on appelle aujourd'hui des activismes, au fond, ça vient de ce que vous avez fait à l'époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la répression policière, on ne pourrait plus faire ACT UP. Oui. Et le problème, c'est qu'on est devenus des éco-terroristes, mais je pense que la désobéissance civile est fondamentale quand on veut mettre le doigt sur quelque chose qui est caché, en fait. Hein. C'est ce que disait Roselyne Bachelot. Il faut les deux, vous disiez ça. Elle ne supprime pas, effectivement, le fait d'avoir aussi une attitude de collaboration, d'influence auprès de décideurs. Le politique sait qu'il est gravement délégitimé et s'il ne s'appuie pas sur le peuple, s'il ne s'appuie pas sur le tissu associatif, s'il ne s'appuie pas sur un certain nombre de leaders d'opinion locaux, cette désaffection sera de plus en plus importante. Donc finalement, tout le monde y a intérêt à ça. Hein. Dernière question, Gilles Pialou, le vaccin. Didier a dit que ça ne servait à rien, mais je pense que tous les outils sont bons. On peut fixer une date, moi, j'ai une fait échéance. toute ma carrière sur le vaccin, malheureusement, avec des résultats qui sont assez négatifs dans le monde. Je pense qu'il y aura une place pour un vaccin, alors s'il est accessible, qui ne soit pas aussi efficace que les outils dont on a parlé, la PrEP, le fait qu'une personne traitée ne transmet pas, parce que là on est à 100%. Il y aura peut-être une place dans certains pays ou dans certaines populations très à risque, surtout s'il y a une réponse vaccinale longue. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission et merci à vous de votre fidélité pour nous suivre. Je rappelle, Gilles Pialou, votre livre « Admiration, 7 héros de la médecine » aux éditions Perrin. On voit ici la couverture du livre. Roselyne Bachelot. Un petit peu du sida dedans. On parle un peu du sida dedans, c'est tant mieux. Pour prolonger la discussion qu'on a eue ce soir. Roselyne Bachelot, votre livre « Une omerta française, secret d'enfance » sur les violences faites aux enfants, c'est aux éditions Plomb. Et puis Didier Lestrade, vous avez publié cette année vos mémoires, 1958-2024, voilà, c'est à découvrir. Avec beaucoup de VIH. C'est aux éditions, tiens, c'est étonnant. Il y a beaucoup de musique aussi. C'est aux éditions Stock. Merci infiniment Emmanuel de nous avoir accompagnés en tant que vice-président de l'association AIDS, qu'on salue évidemment ce soir en cette veille de journée si particulière. Merci, bonsoir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle soirée cinéma-débat.